Du sang éclaboussa la médaille d'honneur de la générale Élodie Moreau, alors que l'officier de police Jacques Dubois, un homme blanc au regard glacial, pressait son pistolet contre sa tempe lors des funérailles militaires de son fils, le capitaine Antoine Moreau, au cimetière mémorial de Jefferson, à Houston. Devant des centaines de personnes en deuil, sous le soleil brûlant du Texas, Dubois hurla des insultes raciales, sa voix tonnant comme une insulte à l'honneur d'une héroïne noire, la plus haute gradée de l'histoire de l'armée américaine. Les caméras des médias, braquées sur la scène, capturèrent chaque seconde de cette profanation. Le drapeau plié d'Antoine, symbole de son sacrifice, fut arraché des mains d'Élodie par Dubois, jeté au sol et piétiné sous ses bottes poussiéreuses, devant les yeux horrifiés d'enfants, tenant des fleurs pour leur héros tombé. Un silence oppressant envahit le cimetière, brisé seulement par le cliquetis des appareils photos et les murmures choqués des spectateurs. Personne n'osa bouger. Élodie, stoïque malgré la douleur, murmura « Pas aujourd'hui ». Sa main trembla en cherchant à récupérer le drapeau souillé, défiant l'arme pointée sur elle. À cet instant, un coup de feu déchira l'air sacré du cimetière, résonnant comme une déclaration de guerre contre la justice. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante de courage face à l'injustice, criez votre indignation contre le racisme systémique. Si vous croyez en la lutte pour l'égalité, tapez « Justice pour tous » dans les commentaires et likez pour soutenir ceux qui osent défier l'oppression. D'où écoutez-vous cette histoire? Partagez-le avec nous, car demain, des images exclusives de cette confrontation historique seront révélées. Une confrontation qui a ébranlé l'Amérique. 3 jours avant cet outrage qui allait secouer la nation, Élodie Moreau, générale de corps d'armée, fixait l'horizon à travers le hublot de l'avion descendant vers l'aéroport international de Houston. Le poids du chagrin pesait sur sa poitrine comme une force physique, écrasante, insupportable. Son fils unique, Antoine, capitaine de l'armée, déployé en Afghanistan, ne rentrerait jamais vivant. Élodie, qui avait commandé des troupes à travers 3 guerres, remporté les plus hautes distinctions militaires et gravi les échelons dans un monde où peu de femmes noires avaient osé s'aventurer, n'était pas préparée à enterrer son enfant. Son uniforme, orné de médailles étincelantes, était son armure depuis des décennies, mais aujourd'hui, il semblait sur le point de se fissurer sous la pression de cette perte personnelle. En descendant de l'avion, elle ajusta machinalement sa veste, un réflexe de discipline militaire. Les passagers, impressionnés par son allure, lui adressèrent des regards respectueux. Une petite fille, les yeux brillants, demanda timidement un autographe, ses parents expliquant avec fierté qu'elle rencontrait une véritable héroïne américaine. Ce bref moment de chaleur humaine s'évanouit brutalement au contrôle de sécurité. « Contrôle supplémentaire aléatoire requis », annonça l'officier Jacques Dubois, un homme trapu au regard froid, évitant délibérément de croiser les yeux d'Élodie. « Mais j'ai déjà passé la sécurité avant mon vol de correspondance », expliqua-t-elle calmement, présentant son identification militaire et ses documents. « Je suis ici pour une affaire familiale urgente. » Dubois ricana, examinant son badge avec une lenteur exagérée. « Une femme noire générale? Ça sent le faux. Comment puis-je savoir que vous n'avez pas volé cet uniforme? » La foule autour se tut, mal à l'aise, témoin de cette humiliation publique. Élodie, qui avait affronté le racisme tout au long de ses 30 ans de carrière, n'avait jamais vu une telle insolence. « Officier, mes références sont en règle. Je suis ici pour enterrer mon fils, mort pour ce pays. » Dubois haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Une belle histoire. On va vérifier ça. Écartez-vous pour un interrogatoire approfondi. » Ce qui aurait dû être un contrôle de routine de 5 minutes se transforma en 2 heures d'humiliation publique. Dubois exigea qu'Élodie retire sa veste ornée de médailles, scrutant chaque document avec mépris, insinuant à plusieurs reprises que son uniforme était volé. Lorsque Camille, la fille d'Élodie, arriva à l'aéroport pour la chercher,
Dubois la menaça d'arrestation pour interférence avec les procédures de sécurité. La foule, composée de voyageurs ordinaires, restait figée, certains détournant le regard, d'autres murmurant leur indignation sans oser intervenir. Une jeune femme, Claire Dupont, une journaliste locale avec un magnétophone dissimulé, enregistra discrètement la scène, son cœur battant d'indignation face à l'injustice. Finalement relâchée sans excuse, Élodie se dirigea immédiatement vers le bureau du superviseur pour déposer plainte ververte. « Je ne ferai pas ça à votre place », murmura le superviseur, un homme nerveux nommé Paul Garnier. « Dubois a des amis partout dans le département. Les plaintes ont tendance à se transformer en arrestation pour trouble à l'ordre public. » Camille, déjà en mode avocate, fulminait. « Maman, on doit se battre. Je peux porter plainte. » Élodie, épuisée mais résolue, la coupa doucement. « Pour l'instant, nous nous concentrons sur Antoine. Honorer ton frère est notre priorité. » Ce qu'elle ignorait, c'était que Dubois, depuis l'aéroport, passait un appel sur son téléphone personnel. « Cible confirmée. La générale est là, » dit-il à voix basse. À l'autre bout du fil, une voix répondit. « Bon travail. » Les gardiens envoient leurs salutations. Élodie venait de tomber dans le viseur d'une fraternité obscure, les gardiens, un réseau de policiers déterminés à maintenir les militaires noirs à leur place. La maison familiale des Moreau, située dans le quartier historique de Third Ward à Houston, était un sanctuaire de l'excellence noire. Les murs étaient ornés de photos de 3 générations en uniforme militaire, de médailles et de citations honorant une famille qui avait répondu à l'appel de la nation, malgré les injustices qu'elle leur avait infligées. La veille des funérailles, alors que parents et camarades d'Antoine se réunissaient, Élodie trouva refuge dans sa chambre d'enfance, désormais une chambre d'amis. Là, entourée de souvenirs, elle s'autorisa à pleurer pour la première fois depuis la nouvelle de la mort d'Antoine. Un coup à la porte interrompit ses larmes. Son père, Marcel Moreau, un vétéran du Vietnam de 78 ans, entra, s'appuyant sur sa canne, mais toujours droit comme un militaire. « Ils disent qu'il a été tué par des tirs ennemis », déclara-t-il sans préambule. « Je n'y crois pas une seconde. » Élodie essuya ses larmes. « Papa, de quoi parles-tu » Marcel sortit une enveloppe de sa poche. « Ça t'est adressé. Arrivé il y a 2 jours. J'ai failli l'ouvrir moi-même. » L'enveloppe contenait une clé USB et une note manuscrite d'Antoine. « Si quelque chose m'arrive, donne ça à maman. Ne fais confiance à personne en uniforme, sauf à elle. » Les mains tremblantes, Élodie brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Des dizaines de fichiers méticuleusement organisés révélèrent une vérité glaçante. Un réseau de policiers, autoproclamés les gardiens, ciblait systématiquement les militaires noirs de retour à Houston. Harcèlement, arrestation arbitraire, discrimination à l'emploi et parfois violence physique. Antoine enquêtait sur eux depuis des mois. Il disait que quelque chose clochait, expliqua Marcel. Les vétérans noirs, surtout les officiers, étaient visés. Il a commencé à collecter des témoignages, des preuves. En parcourant les fichiers, Élodie tomba sur une photo qui lui coupa le souffle. Jacques Dubois, l'officier de l'aéroport, apparaissait dans plusieurs images de surveillance, souvent en compagnie d'autres policiers lors de réunions secrètes. Un dossier intitulé « Structure de commandement » contenait des fichiers partiellement censurés, suggérant que les gardiens avaient accès aux dossiers officiels. Un coup discret à la porte interrompit sa lecture. Camille entra avec un inconnu, un jeune officier de police asiatique américain, l'air nerveux. « Maman, voici l'officier Julien Tran. Il travaillait avec Antoine sur cette enquête. » Tran parla rapidement, jetant des regards par-dessus son épaule. « Le capitaine Moreau m'a contacté il y a 6 mois, après qu'un de ses amis, un commandant noir de la marine, a été battu presque à mort par des officiers lors d'un contrôle routier.
Le département a qualifié cela de résistance à l'arrestation, mais Antoine a reconnu un schéma. Il montra son badge. J'ai collecté des preuves de l'intérieur, mais c'est dangereux. Les gardiens ont des membres partout, dans le département, au tribunal, même dans les bureaux de liaison militaire. Élodie, son chagrin momentanément éclipsé par une clarté froide, demanda. « Que dites-vous précisément, officier Tran ?» Tran baissa la voix. « Votre fils a découvert que les gardiens ciblent spécifiquement les militaires noirs pour les intimider. Il considère de l'avancement des Noirs dans l'armée comme une menace à l'ordre établi. Antoine était sur le point d'identifier leur chef. » Camille objecta. « Mais ça n'explique pas pourquoi il est mort en Afghanistan. » Tran prit un air sombre. Le dernier message d'Antoine suggérait que quelqu'un avait manipulé ses ordres de déploiement pour le placer dans une position dangereuse. « Monsieur Poinet. » Élodie fixa un dossier intitulé « Connexion au Pentagone ». À l'intérieur, des correspondances indiquaient que quelqu'un avec un accès aux ordres de déploiement militaire avait intentionnellement mis l'unité d'Antoine en danger après des communications depuis Houston. Les implications étaient terrifiantes. L'influence des gardiens s'étendait au-delà de la police locale jusqu'aux structures de commandement militaire. Son fils n'était pas mort au combat par hasard. Il avait été ciblé pour être éliminé. Alors qu'elle assimilait cette révélation, son entraînement militaire prit le dessus. « Nous devons sécuriser ces preuves, » déclara-t-elle. Tran hocha la tête. « Je suis prêt à risquer ma vie pour exposer ce système corrompu. Et vous ?» Élodie le fixa, sa résolution durcie par la douleur et la colère. « Pour Antoine, je ferai tout ce qu'il faudra. » La veille des funérailles, alors que la maison des Moreau bourdonnait de préparatifs, un autre personnage entra en scène. Michel Leroy, un C formé vétéran d'Afghanistan qui avait servi aux côtés d'Antoine. Michel, un homme robuste au regard hanté, apporta une boîte contenant des lettres d'Antoine. « Il m'avait dit de les garder en sécurité », expliqua-t-il. Ces lettres détaillent les menaces qu'il recevait de supérieurs anonymes après avoir commencé son enquête. Élodie lut les mots de son fils, chaque ligne alimentant sa colère. Une lettre mentionnait un incident où un officier supérieur avait averti Antoine de rester à sa place, sous peine de conséquences graves. Michel ajouta « J'ai vu des officiers de police rôder autour du cimetière ces derniers jours, posant des questions sur l'emplacement exact où vous seriez pendant la cérémonie. Ça ne sent pas bon, général. » Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle passa des heures à analyser les fichiers d'Antoine, mémorisant chaque nom, chaque incident. Une photo en particulier la frappa. Dubois, riant, avec un homme en costume, identifié comme Bernard Gauthier, chef de la police de Houston, dans un club privé. Les gardiens n'étaient pas un simple groupe d'officiers racistes. C'était une machine bien huilée, protégée par des figures puissantes. Alors que l'aube approchait, Camille entra avec une nouvelle alarmante. « Maman, Claire Dupont, la journaliste, vient de m'appeler. Elle a été suivie après avoir quitté l'aéroport. Elle pense que les gardiens savent qu'elle a enregistré l'incident. » Élodie serra les poings. « Ils veulent nous intimider, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Le matin des funérailles, le cimetière mémorial de Jefferson, un lieu sacré abritant des générations de héros texans, était baigné d'une lumière dorée. Élodie arriva tôt, son uniforme impeccable, son visage un masque de dignité malgré le chagrin qui la dévorait. Elle remarqua immédiatement la présence massive de la police. Dubois et une vingtaine d'officiers, tous des gardiens confirmés, contrôlant les entrées. Ce qui la troubla fut leur application sélective. Les invités blancs passaient avec des contrôles sommaires, tandis que les Noirs, y compris les camarades d'Antoine, étaient soumis à des fouilles humiliantes, des interrogatoires prolongés, et certains furent même refoulés pour des raisons de sécurité. Une femme âgée, venue rendre hommage à Antoine, fut forcée de vider son sac à main,
ses photos de famille jetées au sol par un officier ricanant. Élodie bouillait de rage, mais elle garda son calme. « C'est pour Antoine », se répéta-t-elle. À 10 heures, la cérémonie commença avec une précision militaire. Le chapelain parla du sacrifice, les camarades d'Antoine partagèrent des souvenirs de son courage et de sa compassion. Élodie, assise à côté de Marcel et Camille, maintenait une posture parfaite, malgré les provocations visibles des officiers en périphérie. Lorsque vint son tour de parler, elle s'avança vers le podium, des dizaines de caméras capturant son image devant le cercueil drapé du drapeau de son fils. « Mon fils », commença-t-elle, sa voix forte malgré la douleur, croyait en une Amérique digne de se battre, digne de mourir. Il croyait en un pays qui pourrait respecter ses idéaux d'égalité et de justice pour tous. Alors qu'elle parlait, elle remarqua Dubois se rapprocher, parlant dans sa radio. D'autres officiers commencèrent à se positionner autour du périmètre. Antoine a vu l'injustice et a refusé de détourner le regard, continua-t-elle. Il a affronté l'iniquité partout où il la trouvait, croyant que le vrai patriotisme consiste à tenir son pays responsable de ses promesses. Un murmure parcourut la foule, beaucoup essuyant des larmes. Élodie sortit une lettre de sa poche. Le dernier message d'Antoine m'est parvenu après sa mort. Il y parlait de ses inquiétudes concernant le ciblage systématique des militaires noirs. Dubois s'avança encore, sa main sur son arme. Élodie lut la lettre. « Maman, ce que j'ai découvert va au-delà du racisme ordinaire. Il y a des efforts organisés pour saper l'avancement des militaires noirs, pour intimider ceux qui servent avec honneur. J'ai documenté des noms, des incidents, des schémas. Si quelque chose m'arrive, ces informations doivent atteindre les autorités compétentes. » Alors qu'elle finissait, l'escorte d'honneur s'approcha avec le drapeau plié. Un sergent blanc, ayant servi avec Antoine, le présenta à Élodie avec une précision formelle. « Au nom du président des États-Unis, de l'armée et d'une nation reconnaissante, veuillez accepter ce drapeau en symbole de l'honorable service de votre proche. » Élodie tendit la main vers le drapeau, ses doigts tremblants trahissant sa douleur. À cet instant précis, Dubois fit son mouvement. Avec une urgence injustifiée, il bouscula l'escorte d'honneur, dégaina son arme et la pressa contre la tempe d'Élodie. « Général Moreau, vous venez avec moi immédiatement. » La foule hoqueta, les caméras clignotant frénétiquement. Du sang coula d'une petite coupure causée par le canon de l'arme, tachant sa médaille d'honneur. « Cette noire pense qu'elle est intouchable, » rugit Dubois, assez fort pour être entendu par les micros. « Il est temps d'apprendre ta place. » Les 20 officiers gardiens regardaient, immobiles, complices. Élodie, à travers ses larmes, murmura « Pas aujourd'hui ». Avec une discipline militaire ancrée par des décennies de service, elle continua de tendre la main vers le drapeau de son fils. Dubois, fou de rage, arracha le drapeau de ses mains, le jeta au sol et le piétina, ses bottes souillant le symbole sacré devant les enfants en pleurs, dont une petite fille qui cria « Pourquoi vous faites ça à notre héros ?» Un coup de feu retentit, tiré en l'air par l'officier Martin, partenaire de Dubois, qui hurla « Elle atteint une arme !» Dans le chaos, Dubois plaqua Élodie au sol, le drapeau d'Antoine gisant dans la poussière à côté de la tombe ouverte. Camille cria « Tout est filmé! Tout est filmé !» Les téléphones et caméras professionnelles avaient capturé l'outrage. Pourtant, Dubois menotta Élodie, la traînant loin du cercueil de son fils. « Général Élodie Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un officier et tentative de dégainer une arme en public. » La foule était en état de choc. Les vétérans d'Antoine s'avancèrent, mais furent stoppés par les armes des officiers. Marcel, malgré son âge, tenta de s'interposer, seulement pour être retenu par 2 officiers. Claire Dupont, cachée parmi les spectateurs, enregistra chaque seconde, ses mains tremblant de rage. Alors qu'Élodie était traînée vers une voiture de police, une voix tonna. « Que se passe-t-il ici, au nom de Dieu? » L'agent du FBI, Louis Bertrand, un homme noir imposant en costume,
fendit la foule, badge à la main. Expliquez-moi pourquoi une générale est arrêtée aux funérailles de son fils. Dubois, serrant toujours le bras d'Élodie, répondit. C'est une affaire de police locale. Elle atteignait une arme cachée. Mensonge, crièrent plusieurs témoins. Bertrand plissa les yeux. Je ne vois aucune arme. Relâchez la générale immédiatement. Dubois refusa, et dans la confusion, ses officiers commencèrent à confisquer téléphones et caméras, provoquant des affrontements physiques dans le cimetière. Élodie fut emmenée, menottée, laissant la cérémonie inachevée, son uniforme taché de sang et de terre, son cœur brisé par l'outrage. Alors que la voiture de police s'éloignait, Claire téléchargea discrètement sa vidéo sur un serveur sécurisé, jurant de révéler la vérité. Michel, le vétéran, ramassa le drapeau souillé d'Antoine, le serrant contre lui comme un serment de vengeance. La nation entière, bientôt témoin de cette abomination grâce aux images virales, bouillonnait de colère. Élodie, dans l'obscurité de sa cellule, promit à l'image de son fils. « Ils paieront pour ce qu'ils t'ont fait. Si cette injustice vous révolte, criez « Justice pour tous » dans les commentaires et likez pour soutenir la lutte contre l'oppression. Que feriez-vous face à une telle trahison? Élodie Moreau est sur le point d'affronter les gardiens, mais jusqu'où iront-ils pour la briser? Restez avec nous pour la suite de cette bataille pour la justice. Le soleil brûlant de Houston s'éteignait derrière les murs gris du centre de détention du comté de Harris, où la générale Élodie Moreau, toujours dans son uniforme militaire souillé, était traînée dans une cellule froide et austère, les menottes mordant ses poignets. L'outrage infligé lors des funérailles de son fils, le capitaine Antoine Moreau, résonnait encore dans son esprit. L'officier Jacques Dubois, membre des gardiens, avait non seulement pressé un pistolet contre sa tempe, mais avait piétiné le drapeau d'honneur de son fils, un symbole sacré, devant une foule horrifiée, y compris des enfants en pleurs. Maintenant, enfermée dans une cage de béton, Élodie faisait face à une nouvelle vague d'humiliation orchestrée par une machine de corruption bien huilée. Les gardiens, ce réseau clandestin de policiers racistes déterminés à maintenir les Noirs à leur place, avaient réussi à l'arracher à la cérémonie inachevée de son fils, l'accusant d'une absurdité, tentative d'agression sur un officier et port d'armes illégales. Chaque battement de son cœur pulsait de rage, non pas seulement pour elle, mais pour Antoine, dont la mort en Afghanistan avait été orchestrée par ces mêmes forces obscures. Alors que les portes métalliques claquaient derrière elle, Élodie jura en silence. « Vous ne briserez pas mon esprit, pas aujourd'hui, pas jamais. » Dans la cellule, l'odeur de désinfectant rance et les cris lointains des autres détenus emplissaient de l'air. Les gardiens, complices des gardiens, semblaient déterminés à lui faire payer son audace. Lors de l'enregistrement, un officier de détention, une femme trapue nommée Véronique Lambert, ricana en manipulant ses empreintes digitales, les brouillant délibérément pour prolonger le processus. « Vous pensez que vos étoiles sur les épaules vous donnent un passe-droit ici? » siffla-t-elle, jetant un seau d'eau sale sur l'uniforme d'Élodie, les médailles scintillant encore à travers la crasse. « Juste une autre criminelle noire pour nous. » La foule des détenus, observant depuis les cellules voisines, murmurait avec indignation, certaines reconnaissant Élodie grâce aux images diffusées à la télévision. Une humiliation supplémentaire suivit. Lambert força Élodie à se déshabiller pour une fouille corporelle inutile, ses médailles jetées négligemment sur une table comme de vulgaires bibelots. Une détenue, une jeune femme nommée Sophie Garnier, cria depuis sa cellule. « C'est la générale Moreau! Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi! » Sophie, dont le frère avait servi sous les ordres d'Élodie en Irak, vibrait de colère, ses poings serrés contre les barreaux. Lambert se tourna vers elle, menaçante. « Tais-toi, ou tu seras la prochaine à goûter au sol. » Dehors, la vidéo de Claire Dupont,
La journaliste qui avait capturé l'arrestation scandaleuse au cimetière se propageait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les images du drapeau d'Antoine piétiné et d'Élodie menottée, à côté de la tombe ouverte de son fils, déclenchèrent une tempête de fureur nationale. Les hashtags #Justice pour Moreau et ça démasque les gardiens dominaient les plateformes, tandis que des vétérans, en uniforme, commençaient à se rassembler devant le centre de détention, formant un mur silencieux de solidarité. Michel Leroy, le camarade d'Antoine, travaillait sans relâche avec Claire pour amplifier l'impact de la vidéo, contactant des médias nationaux et organisant des manifestations spontanées. Mais les gardiens contre-attaquaient déjà. À l'intérieur du département de police de Houston, le chef Bernard Gauthier, un homme charismatique mais calculateur, orchestrait une campagne de désinformation. Des articles anonymes, publiés sur des sites douteux, insinuaient qu'Élodie avait falsifié ses états de service militaire et qu'Antoine était mort à cause de son insubordination. Une vidéo truquée, diffusée par un compte fraîchement créé, montrait prétendument Élodie criant des insultes lors d'une mission militaire, une fabrication grossière qui attisa néanmoins la division parmi les spectateurs moins avertis. Dans sa cellule, Élodie, privée de son droit à un appel téléphonique, luttait pour maintenir sa dignité. Les gardiens, sous les ordres de Lambert, intensifièrent leurs provocations. Pendant la nuit, ils réglèrent le climatiseur pour geler la section d'Élodie, la laissant frissonner dans son uniforme trempé. Toutes les 15 minutes, des contrôles de bien-être bruyants l'empêchaient de dormir, les lampes torches braquées sur son visage. Une gardienne, plus jeune, nommée Aurore Dubois, sans lien avec Jacques, sembla hésiter, ses yeux trahissant un conflit intérieur. Lors d'un contrôle, elle glissa discrètement une couverture à Élodie, murmurant « Ce n'est pas juste, général. Je ne peux pas faire plus sans risquer mon poste. » Élodie, touchée par ce rare geste de compassion, hocha la tête. « Merci, Aurore. Chaque geste compte. » Mais la trêve fut de courte durée. Lors du déjeuner, une nouvelle détenue, une femme musclée nommée Nadine, fut introduite dans la population générale avec une mission évidente. « C'est elle qu'ils veulent éliminer. » grogna-t-elle en fixant Élodie, sa voix portant à travers la cantine. Sophie Garnier, rapide comme l'éclair, s'interposa. « Touche à la générale, et tu auras affaire à nous toutes. » Une douzaine de détenus, dont beaucoup avaient des proches dans l'armée, formèrent un cercle protecteur autour d'Élodie. Nadine recula, mais les gardiens, observant depuis les coins, ne firent rien, comme s'ils attendaient une émeute pour justifier une répression brutale. À l'extérieur, Claire et Michel reçurent une visite inattendue. Isabelle Renaud, une détective des affaires internes du département de police qui enquêtait secrètement sur les gardiens depuis des mois. Isabelle, une femme mince au regard perçant, révéla des informations explosives. « J'ai des dossiers sur Jacques Dubois et Bernard Gauthier, mais chaque fois que je m'approche d'une accusation, les preuves disparaissent. Mes témoins se rétractent ou mes supérieurs me réaffectent. » Elle montra une photo granuleuse d'une réunion secrète dans un bar huppé, où Gauthier et un homme en costume, identifié comme le sénateur Pierre Laurent, discutaient à voix basse. « Laurent est leur protecteur politique, » expliqua Isabelle. « Il a financé leurs opérations pendant des décennies, en échange de leur loyauté pour maintenir ce qu'il appelle l'ordre traditionnel. » Camille, la fille d'Élodie, rejoignit la réunion, apportant des nouvelles alarmantes. « Maman est en danger. Une source anonyme m'a dit qu'il prévoit de la transférer dans une aile de haute sécurité, où les accidents arrivent facilement. » Michel serra les poings. « Ils veulent la briser avant qu'elle ne puisse parler. Nous devons agir maintenant. » Dans la prison, la tension monta d'un cran lorsque Lambert et un gardien brutal, Serge Vidal, effectuèrent une inspection surprise. Vidal, un homme imposant avec un sourire sadique, fouilla les affaires d'Élodie, déchirant une photo de famille qu'elle gardait précieusement, un cliché d'Antoine enfant, riant dans les bras de sa mère. « Oups, désolé, général », ricana-t-il,
laissant les morceaux tomber au sol. Sophie, incapable de se retenir, cria « Vous êtes des monstres !» Vidal se tourna vers elle, levant sa matraque, mais Élodie s'interposa. « Laissez-la tranquille », ordonna-t-elle, sa voix aussi ferme qu'un commandement militaire. Vidal la fixa, puis murmura. « Les gardiens vous saluent, général. Profitez de vos derniers jours. » Cette menace explicite fit bouillir le sang d'Élodie, mais elle resta droite, son regard défiant. Plus tard cette nuit-là, Aurore, la gardienne hésitante, glissa un téléphone à brûleur sous le plateau repas d'Élodie. « 5 minutes. Je risque tout pour ça, » murmura-t-elle avant de s'éloigner. Élodie appela immédiatement Camille. « Maman, grâce à Dieu !» s'exclama sa fille. La vidéo de Claire est partout. Les vétérans entourent la prison et le Pentagone est furieux. Mais attention, le juge Antoine Bisset est impliqué avec les gardiens. Ils veulent t'isoler. Élodie répondit calmement. « Contacte l'agent Louis Bertrand au FBI. Dis-lui de vérifier les dossiers d'Antoine sur les connexions judiciaires. Et Camille, dis à Claire de continuer à creuser. » Avant qu'elle ne puisse dire plus, une alarme retentit dans le couloir. Élodie cacha le téléphone juste à temps, alors que Vidal et une équipe de gardiens envahirent de la cellule. « Inspection surprise !» aboya Vidal, arrachant les couvertures et renversant les affaires des détenus. Il s'approcha d'Élodie, son souffle fétide près de son visage. « On a trouvé du matériel interdit près de ton lit, général. Ça va te coûter cher. » Il brandit un couteau de fabrication artisanale, clairement planté par lui. Les autres détenus, menés par Sophie, protestèrent bruyamment, mais les gardiens les repoussèrent violemment. Élodie, menottée à nouveau, fut traînée vers une cellule d'isolement, un cachot glacial sans fenêtre, où le froid mordait ses os. Là, seule dans l'obscurité, elle entendit les rires des gardiens à travers la porte. « Tu pensais pouvoir nous défier ?» ricana Vidal. « Les gardiens dirigent ce monde, pas toi. » Élodie, malgré l'épuisement, murmura à elle-même. « Pour Antoine, je tiendrai. » Pendant ce temps, à l'extérieur, la ville de Houston était en ébullition. Des manifestations éclataient devant le quartier général de la police, où des pancartes proclamaient « Justice pour la générale Moreau ». Claire, travaillant sans relâche, diffusa une deuxième vidéo, montrant cette fois un officier des gardiens, Martin, frappant un vétéran noir lors d'un contrôle routier précédent. La vidéo, combinée à celle du cimetière, fit monter la colère publique à un niveau sans précédent. Les médias nationaux reprirent l'histoire, et des politiciens commencèrent à exiger des enquêtes. Mais les gardiens ripostaient avec une férocité accrue. Une campagne de diffamation en ligne, orchestrée par des comptes anonymes, accusa Élodie d'avoir détourné des fonds militaires pour son profit personnel. Une fausse lettre, prétendument signée par Antoine, circula, suggérant qu'il désapprouvait les actions de sa mère. Camille, en larmes, montra la lettre à Claire. « C'est un mensonge. Antoine adorait maman. Ils veulent salir son nom pour la discréditer. » Claire, les yeux brillants de détermination, répondit. « Ils ont sous-estimé notre colère. Nous allons les démasquer. » Isabelle Renaud, la détective, risqua tout en rencontrant Claire et Michel dans un dîner discret à la périphérie de Houston. Elle apporta un dossier compromettant. Des enregistrements de réunions secrètes où Gauthier discutait de stratégies pour intimider les officiers noirs, y compris un plan pour neutraliser. Élodie avant qu'elle ne puisse exposer leur connexion avec le sénateur Pierre Laurent. « Laurent est intouchable », murmura Isabelle, jetant un regard nerveux autour d'elle. « Il a des alliés au Congrès, au Pentagone et même dans les médias. Si nous tombons, il ne tombera pas seul. » Michel, serrant la boîte contenant les lettres d'Antoine, jura « Ils ont tué mon frère d'armes. Ils paieront, même si c'est la dernière chose que je fais. » Alors qu'ils quittaient le dîner, une voiture banalisée les suivit, ses phares comme des yeux menaçants dans la nuit. Isabelle, sentant le danger, envoya un message crypté à Louis Bertrand,
l'agent du FBI, l'avertissant que les gardiens étaient sur le point de frapper à nouveau. Dans la cellule d'isolement, Élodie affrontait une nouvelle épreuve. Le lendemain matin, Vidal revint avec un sourire cruel. « Bonne nouvelle, général. Tu es transféré en population générale, mais dans l'aile des criminels violents. On verra combien de temps tu tiens là-bas. » Alors qu'il la menait à travers les couloirs, Élodie remarqua des détenus la regardant avec respect, certaines murmurant. « C'est la générale des infos. Ils l'ont arrêtée à l'enterrement de son fils. » Une femme, une ancienne militaire nommée Fatou Diallo, s'approcha discrètement. « Général, mon frère était dans votre unité en Somalie. Vous l'avez ramené vivant. Nous veillons sur vous ici. » Une alliance improbable se forma rapidement. Des détenus liés à l'armée, sœurs, mères, anciennes soldates, créèrent un bouclier humain autour d'Élodie, partageant leurs maigres ressources, des couvertures aux informations sur les rotations des gardiens. Sophie, la plus audacieuse, glissa à Élodie un mot griffonné. « Aurore est de notre côté. Elle dit que le juge Bissette bloque l'accès du FBI. Ton avocate arrive demain. Tiens bon. » Mais les gardiens n'avaient pas fini. Lors d'un déjeuner chaotique, Nadine, la détenue agressive, tenta une nouvelle attaque. Encouragée par Vidal, elle lança une assiette de nourriture bouillante sur Élodie, manquant de peu son visage. « C'est un avertissement !» cria Nadine. « La prochaine fois, ce sera un couteau. » Sophie et Fatou s'interposèrent, déclenchant une bagarre générale que les gardiens laissèrent dégénérer pendant de précieuses minutes avant d'intervenir. Élodie, protégée par ses alliés, resta calme, mais sa rage intérieure bouillonnait. Chaque humiliation, chaque menace renforçait sa détermination. Elle n'était pas seulement une mère en deuil. Elle était une générale, formée à affronter l'adversité, et elle savait que la guerre contre les gardiens ne faisait que commencer. Dehors, la pression publique atteignit un point de rupture. Des milliers de personnes, menées par des vétérans et des militants des droits civiques, bloquaient les rues autour de la prison. Des généraux du Pentagone, outrés par le traitement infligé à l'une des leurs, exigèrent des explications. Camille, travaillant sans relâche avec Claire et Michel, organisa une conférence de presse improvisée devant le centre de détention. « Ce qui arrive à ma mère est une attaque contre tous ceux qui servent ce pays avec honneur, » déclara-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Les gardiens pensent qu'ils peuvent nous intimider, mais nous sommes plus forts qu'eux. » À cet instant, une nouvelle vidéo fuitée, obtenue par Isabelle, montra Jacques Dubois riant avec Gauthier dans un bar, se vantant d'avoir mis la générale à sa place. La vidéo, diffusée en direct par Claire, ajouta du carburant à l'incendie public. Les gardiens, sentant la menace, intensifièrent leurs efforts. Une tentative de piratage des comptes bancaires d'Élodie fut découverte, mettant Camille en danger. Son compte universitaire fut gelé, la privant de sa bourse sous prétexte de fraude financière. Camille, en larmes, cria à Claire. « Ils essaient de nous détruire, mais ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. » Alors que le 3e jour d'Élodie en détention commençait, une activité inhabituelle agita la prison. Les gardiens semblaient nerveux, leurs radios crépitant de messages urgents. Vidal, visiblement furieux, entra dans l'aile d'Élodie. « Rassemble tes affaires, général. Un ordre de libération vient d'être signé par un juge fédéral. » Bon, et... Élodie, épuisée mais inflexible, se leva, son uniforme toujours taché, mais sa dignité intacte. En quittant la prison, elle émergea dans une lumière aveuglante et une scène extraordinaire. Des centaines de vétérans, en uniforme, saluaient en silence. Des pancartes proclamaient « Libérez la générale » et « Non aux gardiens ». Camille se précipita pour embrasser sa mère, les larmes coulant librement. Un juge fédéral a annulé Bisset. Louis Bertrand s'est impliqué personnellement. Élodie aperçut Aurore, la gardienne, observant depuis une entrée latérale. Leurs regards se croisèrent,
un accord tacite passant entre elles. Même dans un système corrompu, des alliés pouvaient être trouvés. Alors que la voiture s'éloignait, Élodie murmura « Ce n'est que le début, Antoine. Nous allons finir ce que tu as commencé. » Si cette histoire d'injustice et de courage vous bouleverse, criez votre soutien en commentant « Honneur et justice » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette bataille épique. Si vous pensez que les gardiens doivent être démasqués, likez pour montrer votre solidarité. Que feriez-vous face à une telle corruption? Partagez vos pensées et rejoignez-nous pour voir si Élodie Moreau peut renverser un empire de racisme et de pouvoir. La lumière crue de l'aube baignait Houston, mais dans le cœur de la générale Élodie Moreau, une tempête de rage et de détermination faisait rage. Libérée après 3 jours d'humiliation dans le centre de détention du comté de Harris, où son uniforme militaire avait été souillé, ses médailles profanées et son honneur bafoué par les gardiens, un réseau clandestin de policiers racistes, Élodie se tenait debout, plus forte que jamais. L'image de l'officier Jacques Dubois piétinant le drapeau d'honneur de son fils, le capitaine Antoine Moreau, lors de ses funérailles au cimetière mémorial de Jefferson, brûlait encore dans son esprit. Ce n'était pas seulement une insulte personnelle, c'était une attaque contre tout ce qu'elle et Antoine avaient défendu. L'égalité, la justice, l'honneur. Les gardiens, dirigés par le chef de la police Bernard Gauthier et soutenus par le puissant sénateur Pierre Laurent, avaient orchestré la mort d'Antoine en Afghanistan pour le réduire au silence, lui qui enquêtait sur leur conspiration visant à intimider les militaires noirs. Mais Élodie, galvanisée par la douleur et la colère, avait juré de démanteler leur empire de corruption, coûte que coûte. Alors qu'elle quittait la prison sous les saluts silencieux de centaines de vétérans, elle murmura à l'image de son fils. « Antoine, nous allons achever ce que tu as commencé. Ils tomberont. » Dans une maison sécurisée à l'écart de Houston, un chalet discret au bord du lac Conroe, Élodie réunit une coalition improbable mais redoutable. L'agent du FBI Louis Bertrand, avec son regard acéré et son engagement indéfectible, apportait l'autorité fédérale. Claire Dupont, la journaliste intrépide, dont les vidéos virales avaient enflammé l'opinion publique, brandissait la puissance des médias. Michel Leroy, camarade d'armes d'Antoine, portait les lettres de son ami comme une arme sacrée. Camille, la fille d'Élodie, une avocate brillante, analysait chaque détail juridique avec une précision chirurgicale. Isabelle Renaud, détective des affaires internes, risquait sa vie pour fournir des preuves internes contre les gardiens. Enfin, Julien Tran, l'officier de police qui avait travaillé avec Antoine, apportait des enregistrements secrets, bien que son visage portait encore les cicatrices de l'attaque brutale des gardiens. La pièce vibrait d'une tension palpable, chacun conscient des enjeux. « Nous sommes en guerre contre notre propre système », déclara Louis, installant un brouilleur de signal pour contrer toute surveillance. « Si nous échouons, nos carrières, nos vies, tout est fini. » Élodie, droite comme un pilier d'acier, répondit « Et si nous réussissons, nous renversons un empire de racisme qui a prospéré trop longtemps. Qui est avec moi? » Personne ne bougea. Leur silence était un serment. La contre-attaque des gardiens était déjà en marche, plus vicieuse que jamais. En 48 heures, une campagne de diffamation d'une précision militaire s'abattit sur Élodie. Des articles anonymes, publiés par des médias conservateurs, remettaient en question son dossier militaire, suggérant des irrégularités dans ses décisions de commandement. Des comptes de réseaux sociaux, créés récemment mais bien financés, diffusaient des images truquées. Une photo d'Élodie, prétendument en état d'ébriété lors d'une mission, et une autre accusant Antoine d'avoir causé la mort de ses camarades par insubordination. Le coup le plus bas vint lorsque le compte bancaire universitaire de Camille fut gelé, sa bourse annulée sous prétexte de fraude financière. Une lettre falsifiée, prétendument écrite par Antoine, circula en ligne, accusant Élodie d'avoir abusé de son pouvoir pour obtenir ses promotions.
Camille, en larmes, serra le poing devant Claire. « Ils salissent le nom de mon frère. Ils veulent nous briser. » Élodie, contenant sa fureur, posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ils pensent que la peur nous arrêtera. Ils se trompent. » Leur plan prenait forme dans le chalet, sous une sécurité renforcée. Camille analysa les schémas de la campagne de diffamation. Les publications sont synchronisées. Les messages identiques apparaissent en quelques secondes. C'est l'œuvre d'une équipe professionnelle, probablement financée par Laurent. Julien brancha sa clé USB sécurisée, révélant des enregistrements de réunions où Gauthier discutait ouvertement de stratégies pour neutraliser les officiers noirs. Un enregistrement particulièrement accablant captura une conversation entre Gauthier et Laurent. « Moreau devient trop visible. Son fils était trop proche de nos listes de membres. Si elle gagne du terrain, des décennies de travail pour maintenir l'ordre pourraient être anéanties. » Élodie, écoutant ces mots, sentit une rage froide l'envahir. « Ils ont tué mon fils pour protéger leur pouvoir. Ils vont payer. » Leur stratégie se cristallisa autour d'un pari audacieux. Élodie confronterait Gauthier directement, équipé d'un dispositif d'enregistrement sophistiqué fourni par un allié inattendu, le chef de cabinet du gouverneur du Texas, François Martin. Ce dernier révéla que le fils du gouverneur, un lieutenant de l'armée, avait lui-même été victime de profilage racial par les gardiens. « Le gouverneur veut t'aider, » expliqua Martin. « Mais il a besoin d'une couverture politique. Nous vous fournissons des ressources, des dossiers d'État et une protection discrète. » Le jour J, sous une pluie battante, Élodie entra seule au quartier général de la police de Houston, demandant une audience avec Gauthier. Aux yeux des observateurs, elle semblait vulnérable, une générale brisée par la diffamation et l'emprisonnement. En réalité, elle portait un micro indétectable conçu par l'unité antiterroriste du gouverneur. Gauthier, dans son bureau lambrissé, entouré de photos avec des figures politiques, l'accueillit avec un sourire condescendant. « Général Moreau, je suis ravi que vous soyez venu discuter raisonnablement. Ces dernières semaines ont été regrettables pour tous. » Élodie joua le jeu, feignant la faiblesse. « Les funérailles de mon fils restent inachevées. Ma réputation est attaquée. Je veux juste comprendre pourquoi. » Gauthier, confiant dans sa supériorité, mordit à l'hameçon. « Parfois, maintenir l'ordre social exige des mesures difficiles. Votre fils interférait avec des stratégies essentielles de maintien de l'ordre. » Élodie, feignant l'innocence, demanda « En documentant le harcèlement des militaires noirs ?» Gauthier se pencha en avant, sa voix baissant comme s'il révélait un secret. « L'armée a sa hiérarchie, la police a la nôtre. Les officiers noirs qui montent trop vite perturbent les deux systèmes. Les gardiens maintiennent simplement les normes traditionnelles. » Pendant 45 minutes, Élodie guida Gauthier vers des aveux accablants. Il confirma la coordination pour cibler les officiers noirs, la manipulation des ordres de déploiement et sa collaboration directe avec Pierre Laurent. Le plus choquant fut son admission concernant Antoine. « Laurent a passé un coup de fil au Pentagone et votre fils a été déplacé dans une position avancée où les problèmes se résolvent naturellement, » dit-il avec un détachement glaçant. Le même appel explique pourquoi votre habilitation de sécurité est actuellement en révision. Élodie, retenant sa fureur, quitta le bureau avec une arme plus puissante que n'importe quelle arme à feu, la vérité, capturée dans les propres mots de Gauthier. Quelques heures plus tard, les enregistrements furent transmis à la justice, aux enquêteurs militaires et à des contacts médiatiques de confiance. L'offensive était lancée. À l'aube, Houston s'éveilla au son des sirènes et des hélicoptères. Des équipes du FBI, dirigées par Louis Bertrand, exécutèrent simultanément des mandats de perquisition chez Gauthier, Dubois et 18 autres gardiens confirmés.
Les images télévisées montraient des officiers menottés, des boîtes de preuves saisies au siège de la police. Gauthier, menotté dans son propre bureau, protesta. « Cet enregistrement est illégal. » Louis répondit froidement. En fait, il a été autorisé par le bureau du gouverneur sous les lois antiterroristes de l'État. Cibler des militaires constitue du terrorisme domestique au Texas. Claire, depuis un studio improvisé, diffusa les enregistrements, provoquant une onde de choc national. Les accusations s'accumulaient. Violation des droits civiques, conspiration, obstruction de justice et, dans certains cas, complicité dans l'homicide par négligence lié à la mort d'Antoine. Mais Pierre Laurent, le véritable architecte des gardiens, restait insaisissable. Lors d'une conférence de presse, il dénonça les arrestations comme une chasse aux sorcières politiques, niant toute implication. Derrière son masque de défiance, la panique grandissait. Les enregistrements de Julien montraient ses communications directes avec Gauthier et des enquêtes financières révélaient des fonds détournés à travers des fondations pour soutenir les gardiens. La riposte de Laurent fut rapide et brutale. Un juge proche de lui, Antoine Bisset, émit une injonction temporaire bloquant certaines parties de l'enquête pour des irrégularités procédurales. Le même jour, Élodie reçut une notification que son habilitation de sécurité militaire faisait l'objet d'une audience formelle, menaçant sa carrière. Jacques Dubois, dans une tentative désespérée de détourner l'attention, organisa une interview télévisée où il se présenta comme un officier dévoué persécuté pour avoir suivi les règles. Une partie du public, influencée par la désinformation, commença à douter. Puis, un coup dévastateur. Une équipe du FBI antiterrorisme perquisitionna la maison des Moreau, sous prétexte de liens avec des groupes extrémistes. Louis intervint, furieux. « Ce sont des preuves fabriquées. Nous surveillons l'affaire de près. » La perquisition, bien que sans arrestation, envoya un message clair. Les gardiens pouvaient manipuler même les agences fédérales. Les hélicoptères des médias survolaient la maison, alimentant les spéculations sur la culpabilité d'Élodie. Mais les gardiens avaient sous-estimé la résilience d'Élodie et de ses alliés. Une percée inattendue vint du juge Bisset lui-même. Confronté à des preuves de ses propres liens avec les gardiens, il choisit la préservation de soi. En échange d'une clémence, il fournit des décennies de dossiers documentant les ordres directs de Laurent pour cibler les vétérans noirs, notamment ceux cherchant des réformes ou des postes publics. Ces dossiers menèrent à une audience télévisée au Congrès, où Élodie fut appelée à témoigner. Devant des millions de spectateurs, elle raconta l'enquête d'Antoine, son propre calvaire et la vengeance des gardiens. « Pendant 30 ans, j'ai servi un pays qui promet la justice pour tous, » conclut-elle, sa voix résonnant de douleur et de défi. Ce qui s'est passé à Houston est une trahison de cette promesse, un effort systématique pour intimider les Noirs qui servent leur nation en uniforme. Son témoignage, mesuré mais dévastateur, fit basculer l'opinion publique. Le Pentagone rétablit immédiatement son habilitation de sécurité avec des excuses officielles et ouvrit une enquête sur la manipulation des ordres de déploiement d'Antoine. La chute des gardiens s'accéléra. Jacques Dubois, abandonné par ses alliés, fut inculpé pour multiples violations des droits civiques, agressions et faux rapports. Face à des décennies de prison, il négocia avec les procureurs, révélant d'autres membres. Bernard Gauthier reçut 20 ans pour son rôle de leader. Laurent, de plus en plus isolé, vit sa campagne pour le poste de gouverneur s'effondrer. Les enquêtes financières révélèrent des contributions politiques illégales, le reliant directement à la mort d'Antoine. Mais le moment décisif arriva lors d'une cérémonie au cimetière, désormais rebaptisé Cimetière des Héros. Élodie, récemment promue général d'armée, se tenait devant la tombe d'Antoine, son uniforme scintillant avec une étoile supplémentaire. La foule, composée de vétérans, de militants et d'alliés comme Louis, Claire, Michel, Julien et le gouverneur, assistait à l'achèvement des funérailles d'Antoine,
et à l'inauguration d'un mur commémoratif pour les militaires victimes de discrimination. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Pierre Laurent apparut, dans un geste calculé pour montrer une fausse contrition. « Général Moreau, dit-il, tendant la main devant les caméras, je tiens à exprimer mes condoléances et mon soutien à cette législation importante. » Élodie, impassible, sortit un petit enregistreur de sa poche. « Sénateur Laurent, je crois que vous avez laissé ceci après avoir visité l'unité de mon fils en Afghanistan. » La couleur quitta le visage de Laurent. Élodie continua, sa voix résonnant dans le silence du cimetière. « Antoine ne documentait pas seulement les gardiens à Houston. Il a trouvé des preuves de votre organisation opérant dans les unités militaires. Il a enregistré votre conversation avec son commandant, où vous demandiez spécifiquement qu'il soit envoyé dans une position exposée pour punir son enquête. » Des officiers de la police militaire s'avancèrent, menottant Laurent sous les yeux de la foule. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration dans l'homicide par négligence du capitaine Moreau, interférence avec les opérations militaires et trahison, » déclara leur chef. Les applaudissements solennels de la foule marquèrent l'arrivée d'une justice longtemps retardée. Dans les jours qui suivirent, l'arrestation de Laurent domina les manchettes. D'autres victimes se manifestèrent à travers le pays, révélant l'étendue nationale des gardiens. Les réformes balayèrent les institutions. Le département de police de Houston fut placé sous un décret fédéral, et l'armée instaura de nouvelles protections pour les militaires signalant des discriminations. Élodie fonda la Fondation Moreau pour la justice militaire, offrant des ressources aux victimes de discrimination. Dans son nouveau rôle au Pentagone, elle travailla à transformer les systèmes qui avaient failli à son fils. Debout seule devant la tombe d'Antoine, elle posa une main sur la pierre froide. « Nous avons fini ce que tu as commencé, » murmura-t-elle. « Ton sacrifice a changé le monde. » Une brise douce souffla à travers les chaînes du cimetière, comme une réponse de son fils. « Si cette histoire de courage et de justice vous enflamme, criez « Vérité et honneur » dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir ceux qui luttent contre l'injustice. Si vous pensez que les gardiens doivent être tenus responsables, likez pour montrer votre force. Que feriez-vous pour défendre la vérité face à la corruption? Partagez vos pensées et rejoignez-nous pour célébrer le triomphe de la justice. La lumière crue de l'aube baignait Houston, mais dans le cœur de la générale Élodie Moreau, une tempête de rage et de détermination faisait rage. Libérée après 3 jours d'humiliation dans le centre de détention du comté de Harris, où son uniforme militaire avait été souillé, ses médailles profanées et son honneur bafoué par les gardiens, un réseau clandestin de policiers racistes, Élodie se tenait debout, plus forte que jamais. L'image de l'officier Jacques Dubois, piétinant le drapeau d'honneur de son fils, le capitaine Antoine Moreau, lors de ses funérailles au cimetière mémorial de Jefferson, brûlait encore dans son esprit. Ce n'était pas seulement une insulte personnelle, c'était une attaque contre tout ce qu'elle et Antoine avaient défendu: l'égalité, la justice, l'honneur. Les gardiens, dirigés par le chef de la police Bernard Gauthier et soutenus par le puissant sénateur Pierre Laurent, avaient orchestré la mort d'Antoine en Afghanistan pour le réduire au silence, lui qui enquêtait sur leur conspiration visant à intimider les militaires noirs. Mais Élodie, galvanisée par la douleur et la colère, avait juré de démanteler leur empire de corruption, coûte que coûte. Alors qu'elle quittait la prison sous les saluts silencieux de centaines de vétérans, elle murmura à l'image de son fils: « Antoine, nous allons achever ce que tu as commencé. Ils tomberont. » Dans une maison sécurisée à l'écart de Houston, un chalet discret au bord du lac Conroe, Élodie réunit une coalition improbable mais redoutable. L'agent du FBI Louis Bertrand, avec son regard acéré et son engagement indéfectible, apportait l'autorité fédérale. Claire Dupont, la journaliste intrépide, dont les vidéos virales avaient enflammé l'opinion publique, brandissait la puissance des médias. Michel Leroy, camarade d'armes d'Antoine, portait les lettres de son ami comme une arme sacrée. Camille, la fille d'Élodie,
une avocate brillante, analysait chaque détail juridique avec une précision chirurgicale. Isabelle Renaud, détective des affaires internes, risquait sa vie pour fournir des preuves internes contre les gardiens. Enfin, Julien Tran, l'officier de police qui avait travaillé avec Antoine, apportait des enregistrements secrets, bien que son visage portait encore les cicatrices de l'attaque brutale des gardiens. La pièce vibrait d'une tension palpable, chacun conscient des enjeux. « Nous sommes en guerre contre notre propre système », déclara Louis, installant un brouilleur de signal pour contrer toute surveillance. « Si nous échouons, nos carrières, nos vies, tout est fini. » Élodie, droite comme un pilier d'acier, répondit « Et si nous réussissons, nous renversons un empire de racisme qui a prospéré trop longtemps. Qui est avec moi ?» Personne ne bougea. Leur silence était un serment. La contre-attaque des gardiens était déjà en marche, plus vicieuse que jamais. En 48 heures, une campagne de diffamation d'une précision militaire s'abattit sur Élodie. Des articles anonymes, publiés par des médias conservateurs, remettaient en question son dossier militaire, suggérant des irrégularités dans ses décisions de commandement. Des comptes de réseaux sociaux, créés récemment mais bien financés, diffusaient des images truquées. Une photo d'Élodie, prétendument en état d'ébriété lors d'une mission, et une autre accusant Antoine d'avoir causé la mort de ses camarades par insubordination. Le coup le plus bas vint lorsque le compte bancaire universitaire de Camille fut gelé, sa bourse annulée sous prétexte de fraude financière. Une lettre falsifiée, prétendument écrite par Antoine, circula en ligne, accusant Élodie d'avoir abusé de son pouvoir pour obtenir ses promotions. Camille, en larmes, serra le poing devant Claire. « Ils salissent le nom de mon frère. Ils veulent nous briser. » Élodie, contenant sa fureur, posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ils pensent que la peur nous arrêtera. Ils se trompent. » Leur plan prenait forme dans le chalet, sous une sécurité renforcée. Camille analysa les schémas de la campagne de diffamation. Les publications sont synchronisées. Les messages identiques apparaissent en quelques secondes. C'est l'œuvre d'une équipe professionnelle, probablement financée par Laurent. Julien brancha sa clé USB sécurisée, révélant des enregistrements de réunions où Gauthier discutait ouvertement de stratégies pour neutraliser les officiers noirs. Un enregistrement particulièrement accablant captura une conversation entre Gauthier et Laurent. « Moreau devient trop visible. Son fils était trop proche de nos listes de membres. Si elle gagne du terrain, des décennies de travail pour maintenir l'ordre pourraient être anéanties. » Élodie, écoutant ces mots, sentit une rage froide l'envahir. « Ils ont tué mon fils pour protéger leur pouvoir. Ils vont payer. » Leur stratégie se cristallisa autour d'un pari audacieux. Élodie confronterait Gauthier directement, équipé d'un dispositif d'enregistrement sophistiqué fourni par un allié inattendu, le chef de cabinet du gouverneur du Texas, François Martin. Ce dernier révéla que le fils du gouverneur, un lieutenant de l'armée, avait lui-même été victime de profilage racial par les gardiens. « Le gouverneur veut t'aider », expliqua Martin. « Mais il a besoin d'une couverture politique. Nous vous fournissons des ressources, des dossiers d'État et une protection discrète. » Buddy. Le jour J, sous une pluie battante, Élodie entra seule au quartier général de la police de Houston, demandant une audience avec Gauthier. Aux yeux des observateurs, elle semblait vulnérable, une générale brisée par la diffamation et l'emprisonnement. En réalité, elle portait un micro indétectable, conçu par l'unité antiterroriste du gouverneur. Gauthier, dans son bureau lambrissé, entouré de photos avec des figures politiques, l'accueillit avec un sourire condescendant. « Général Moreau, je suis ravi que vous soyez venu discuter raisonnablement. Ces dernières semaines ont été regrettables pour tous. » Élodie joua le jeu, feignant la faiblesse. « Les funérailles de mon fils restent inachevées. Ma réputation est attaquée. Je veux juste comprendre pourquoi. » Gauthier, confiant dans sa supériorité, mordit à l'hameçon. Parfois, maintenir l'ordre social exige des mesures difficiles. Votre fils interférait avec des stratégies essentielles de maintien de l'ordre.
Élodie, feignant l'innocence, demanda « En documentant le harcèlement des militaires noirs ?» Gauthier se pencha en avant, sa voix baissant comme s'il révélait un secret. L'armée a sa hiérarchie. La police a la nôtre. Les officiers noirs qui montent trop vite perturbent les deux systèmes. Les gardiens maintiennent simplement les normes traditionnelles. Pendant 45 minutes, Élodie guida Gauthier vers des aveux accablants. Il confirma la coordination pour cibler les officiers noirs, la manipulation des ordres de déploiement et sa collaboration directe avec Pierre Laurent. Le plus choquant fut son admission concernant Antoine. Laurent a passé un coup de fil au Pentagone, et votre fils a été déplacé dans une position avancée où les problèmes se résolvent naturellement, dit-il avec un détachement glaçant. Le même appel explique pourquoi votre habilitation de sécurité est actuellement en révision. Élodie, retenant sa fureur, quitta le bureau avec une arme plus puissante que n'importe quelle arme à feu, la vérité, capturée dans les propres mots de Gauthier. Quelques heures plus tard, les enregistrements furent transmis à la justice, aux enquêteurs militaires et à des contacts médiatiques de confiance. L'offensive était lancée. À l'aube, Houston s'éveilla au son des sirènes et des hélicoptères. Des équipes du FBI, dirigées par Louis Bertrand, exécutèrent simultanément des mandats de perquisition chez Gauthier, Dubois et 18 autres gardiens confirmés. Les images télévisées montraient des officiers menottés, des boîtes de preuves saisies au siège de la police. Gauthier, menotté dans son propre bureau, protesta. « Cet enregistrement est illégal. » Louis répondit froidement. En fait, il a été autorisé par le bureau du gouverneur sous les lois antiterroristes de l'État. Cibler des militaires constitue du terrorisme domestique au Texas. Claire, depuis un studio improvisé, diffusa les enregistrements, provoquant une onde de choc national. Les accusations s'accumulaient. Violation des droits civiques, conspiration, obstruction de justice et, dans certains cas, complicité dans l'homicide par négligence liée à la mort d'Antoine. Mais Pierre Laurent, le véritable architecte des gardiens, restait insaisissable. Lors d'une conférence de presse, il dénonça les arrestations comme une chasse aux sorcières politiques, niant toute implication. Derrière son masque de défiance, la panique grandissait. Les enregistrements de Julien montraient ses communications directes avec Gauthier, et des enquêtes financières révélaient des fonds détournés à travers des fondations pour soutenir les gardiens. La riposte de Laurent fut rapide et brutale. Un juge proche de lui, Antoine Bisset, émit une injonction temporaire bloquant certaines parties de l'enquête pour des irrégularités procédurales. Le même jour, Élodie reçut une notification que son habilitation de sécurité militaire faisait l'objet d'une audience formelle, menaçant sa carrière. Jacques Dubois, dans une tentative désespérée de détourner l'attention, organisa une interview télévisée où il se présenta comme un officier dévoué persécuté pour avoir suivi les règles. Une partie du public, influencée par la désinformation, commença à douter. Puis, un coup dévastateur. Une équipe du FBI antiterrorisme perquisitionna la maison des Moreau sous prétexte de liens avec des groupes extrémistes. Louis intervint, furieux. « Ce sont des preuves fabriquées. Nous surveillons l'affaire de près. » La perquisition, bien que sans arrestation, envoya un message clair. Les gardiens pouvaient manipuler même les agences fédérales. Les hélicoptères des médias survolaient la maison, alimentant les spéculations sur la culpabilité d'Élodie. Mais les gardiens avaient sous-estimé la résilience d'Élodie et de ses alliés. Une percée inattendue vint du juge Bisset lui-même. Confronté à des preuves de ses propres liens avec les gardiens, il choisit la préservation de soi. En échange d'une clémence, il fournit des décennies de dossiers documentant les ordres directs de Laurent pour cibler les vétérans noirs, notamment ceux cherchant des réformes ou des postes publics. Ces dossiers menèrent à une audience télévisée au Congrès où Élodie fut appelée à témoigner. Devant des millions de spectateurs, elle raconta l'enquête d'Antoine, son propre calvaire et la vengeance des gardiens. Pendant 30 ans,
J'ai servi un pays qui promet la justice pour tous, conclut-elle, sa voix résonnant de douleur et de défi. Ce qui s'est passé à Houston est une trahison de cette promesse, un effort systématique pour intimider les Noirs qui servent leur nation en uniforme. Son témoignage, mesuré mais dévastateur, fit basculer l'opinion publique. Le Pentagone rétablit immédiatement son habilitation de sécurité avec des excuses officielles et ouvrit une enquête sur la manipulation des ordres de déploiement d'Antoine. La chute des gardiens s'accéléra. Jacques Dubois, abandonné par ses alliés, fut inculpé pour multiples violations des droits civiques, agressions et faux rapports. Face à des décennies de prison, il négocia avec les procureurs, révélant d'autres membres. Bernard Gauthier reçut 20 ans pour son rôle de leader. Laurent, de plus en plus isolé, vit sa campagne pour le poste de gouverneur s'effondrer. Les enquêtes financières révélèrent des contributions politiques illégales, le reliant directement à la mort d'Antoine. Mais le moment décisif arriva lors d'une cérémonie au cimetière, désormais rebaptisé cimetière des héros. Élodie, récemment promu général d'armée, se tenait devant la tombe d'Antoine, son uniforme scintillant avec une étoile supplémentaire. La foule, composée de vétérans, de militants et d'alliés comme Louis, Claire, Michel, Julien et le gouverneur, assistait à l'achèvement des funérailles d'Antoine et à l'inauguration d'un mur commémoratif pour les militaires victimes de discrimination. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Pierre Laurent apparut, dans un geste calculé pour montrer une fausse contrition. « Général Moreau, dit-il, tendant la main devant les caméras, je tiens à exprimer mes condoléances et mon soutien à cette législation importante. » Élodie, impassible, sortit un petit enregistreur de sa poche. « Sénateur Laurent, je crois que vous avez laissé ceci après avoir visité l'unité de mon fils en Afghanistan. » La couleur quitta le visage de Laurent. Élodie continua, sa voix résonnant dans le silence du cimetière. Antoine ne documentait pas seulement les gardiens à Houston. Il a trouvé des preuves de votre organisation opérant dans les unités militaires. Il a enregistré votre conversation avec son commandant, où vous demandiez spécifiquement qu'il soit envoyé dans une position exposée pour punir son enquête. Des officiers de la police militaire s'avancèrent, menottant Laurent sous les yeux de la foule. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration dans l'homicide par négligence du capitaine Moreau, interférence avec les opérations militaires et trahison », déclara leur chef. Les applaudissements solennels de la foule marquèrent l'arrivée d'une justice longtemps retardée. Dans les jours qui suivirent, l'arrestation de Laurent domina les manchettes. D'autres victimes se manifestèrent à travers le pays, révélant l'étendue nationale des gardiens. Les réformes balayèrent les institutions. Le département de police de Houston fut placé sous un décret fédéral et l'armée instaura de nouvelles protections pour les militaires, signalant des discriminations. Élodie fonda la Fondation Moreau pour la justice militaire, offrant des ressources aux victimes de discrimination. Dans son nouveau rôle au Pentagone, elle travailla à transformer les systèmes qui avaient failli à son fils. Debout seule devant la tombe d'Antoine, elle posa une main sur la pierre froide. « Nous avons fini ce que tu as commencé, » murmura-t-elle. « Ton sacrifice a changé le monde. » Une brise douce souffla à travers les chaînes du cimetière, comme une réponse de son fils. Si cette histoire de courage et de justice vous enflamme, criez « vérité et honneur » dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir ceux qui luttent contre l'injustice. Si vous pensez que les gardiens doivent être tenus responsables, likez pour montrer votre force. Que feriez-vous pour défendre la vérité face à la corruption? Partagez vos pensées et rejoignez-nous pour célébrer le triomphe de la justice.